Merci Thierry pour cette présentation et pour l'invitation à parler de toutes ces questions. C'est vrai, effectivement, comment parler encore d'histoire militaire aujourd'hui, en 2022, et d'histoire napoléonienne, et d'histoire militaire napoléonienne en particulier. De tous les sujets, finalement, l'histoire militaire, c'est celui qui a été le plus traité, le plus étudié. On ne compte plus le nombre de livres sur les batailles, les campagnes, la vie quotidienne des soldats ou les uniformes. La geste militaire de Napoléon fait tellement corps avec l'histoire de l'Empire que souvent les deux se confondent. On a très souvent, quand on prend une biographie de Napoléon, les 3/4 du temps, ça se résume aussi beaucoup à l'histoire des campagnes. Cette histoire militaire a souvent été glorifiante, légendaire. De ce fait, dans la seconde partie du XXe siècle, au moins le monde universitaire s'en est méfié, la laissant, comme on m'a parfois dit, à des officiers en retraite et aux passionnés. Avec le renouvellement de l'histoire bataille que Thierry a évoqué, qui a été commencé quand même dans les années 70, cette mauvaise image a été émoussée, elle s'est énormément renouvelée à partir des années 90, et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est assez vivace. Donc le renouvellement de l'historiographie de l'histoire militaire s'est amorcé avec le bicentenaire, a montré toute la vivacité de ces études et plus généralement de l'histoire militaire, j'y reviendrai. Alors cette communication est intitulée « Napoléon dévoreur de la jeunesse française ». J'y ai mis un point d'interrogation, car c'est encore aujourd'hui évidemment un point polémique, et c'est encore aujourd'hui un point qui est sensible. Et plusieurs commentateurs, de toute manière, l'année dernière, ont largement appuyé sur ce bouton, et notamment c'était Alexis Corbière et d'autres ont largement appuyé sur ce bouton. Mais on s'est aperçu que quand même ce point, en fait, passe désormais, en fait, presque en troisième position. Derrière, justement, les histoires de gens, les histoires d'esclavage. Avec Thierry et Pierre, nous avions fait une présentation un peu de la sorte devant la RMN. Et finalement, à la fin, toutes les questions portaient sur la question de genre et d'esclavage. Je me suis senti bien seul cet après-midi-là, en fin de communication. Mais ça reste quand même un des points qui reste sensible. Je vais donc axer la chose sur deux parties. Comment est-ce qu'on traite aujourd'hui le bilan général humain de ces guerres, surtout par la réanalyse des sources, vous allez le voir. Et puis, dans un second temps, je vais voir toutes les perspectives qui ont été ouvertes pendant le bicentenaire. L'anthropologie militaire, évidemment, mais il y en a bien d'autres, et les questions de genre sont au cœur de tout ça. Jean-Philippe, nous discuterons beaucoup aussi au déjeuner. Bon, donc, né des opposants de l'Empire, l'image de l'ogre corse s'est mise en place à partir de 1813. Elle n'a fait finalement que s'amplifier. Avant 1812, Napoléon victorieux n'avait soulevé aucune critique quant aux pertes. Cette image négative se cristallisa avec la campagne de Russie, qui a vu la plus grande armée jamais réunie, environ 600 000 hommes, disparaître en partie en moins de 6 mois. La reconstitution de l'armée qui intervint en 1813, en augmentant la conscription de manière immodérée, entraîna une forte résistance et surtout un rejet de l'empereur et du système impérial. Les pertes pendant la campagne de 13, très élevées, ne firent qu'accentuer ce sentiment d'impôt du sang. De fait, la question des victimes de guerre fut, dès les années 13 et 14, la principale angle d'attaque pour les opposants à l'empereur. Ces deux composantes, donc la conscription et les pertes en campagne, ont nourri, dès le lendemain de l'Empire, toute une série d'imageries. Vous en avez quelques-unes ici. Alors, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la Archimboldo, elle est allemande. Vous en avez une russe, évidemment, Napoléon jouant aux échecs avec un cosaque décharné, et une anglaise sur le champ de bataille de Waterloo. Mais vous avez aussi celle-ci qui rappellera à tous une certaine polémique l'année dernière, Napoléon chevauchant un squelette de cheval. Donc voilà, tout le monde a attaqué sur ce point. Et évidemment, dans une population qui a été touchée par la levée de près de 2 millions d'hommes, de plus de 2 millions d'hommes, et même si plus d'1 million sont rentrés,
déjà je commence à esquisser la chose, eh bien, le traumatisme populaire a été bien présent, et toute cette propagande, eh bien, est véritablement ancrée dans l'inconscient populaire, et on en est encore assez victime. Mais qu'en est-il réellement? Comme dit Thierry souvent, hein, Napoléon, plusieurs millions de morts, mais combien de millions finalement? En premier lieu, il faut savoir de quels chiffres il faut parler. 3 chiffres sont à retenir, donc les pertes consécutives au combat, les morts pour cause sanitaire, qui sont souvent 1,5 fois supérieures aux pertes au combat, et les disparus. Dans ce bilan, plusieurs chiffres sont difficiles à cerner finalement. L'installation des hommes dans les pays où ils ont été captifs. Les guerres napoléoniennes ont été un moment de grand déplacement de population à travers l'Europe, et à chaque fois que les prisonniers ont été capturés, ils ont été internés sur les différents lieux et beaucoup se sont installés sur place. Par exemple, en 1814, plus de 127 000 hommes étaient en route pour rentrer de Russie. Donc, 50% venaient de Russie. Une étude récente a donné 30 à 60 000 hommes qui ont fait le retour, mais nombre de ces retours, en fait, n'ont jamais été signalés à l'institution militaire. Et il faut savoir que le dernier prisonnier enregistré par l'institution militaire, c'est 1839, un certain Aimé Bouquin. Il était resté pendant toute cette période en Russie, il s'était fixé, avait fondé famille, et en 1838, devant les changements qui se produisent en Russie, eh bien, il avait décidé de rentrer et de finalement faire valoir ses droits à la retraite militaire. Et ce sera le dernier qui aura été enregistré par la justice militaire. Donc on le voit, ça déjà, tous ces retours n'ont pas été enregistrés. Ensuite, les désertions. Le mal a quasiment été endémique pendant toute la période. Certains contingents, par exemple, j'ai trouvé un contingent sartois qui perdait plus de 60% de son effectif du moment de son départ à son intégration au corps. Et avec la complicité des populations, certains ont déserté, sont restés chez eux quasiment pendant tout l'Empire, se sont cachés et ont réapparu à la fin. Évidemment, vous vous doutez bien, ils ne se sont pas signalés à l'institution militaire. Donc voilà, on a déjà ces 2 grosses interrogations. Pardon. Voilà. Alors, de quelles sources est-ce qu'on dispose? Parce que tout le problème d'établir un bilan, il faut, bien entendu, les historiens doivent se pencher sur des sources, on se base sur toute cette affaire. Donc, la première, c'est... alors, en premier lieu, il faut savoir que les effectifs en temps de guerre, évidemment, sont une donnée sensible. La guerre, au moins jusqu'au premier conflit mondial, est une affaire de quantité d'hommes. Les succès ou les échecs dépendent des possibilités d'aligner un nombre de soldats plus important que l'adversaire, mais également de la capacité de reconstituer une armée décimée par les combats et les maladies. On le voit malheureusement en Ukraine, c'est toujours on n'en est pas tout à fait sorti. Estimer un taux de perte est vital pour une armée, évidemment, mais il est vital également, tant pour l'opinion publique que pour l'adversaire, de ne pas divulguer les chiffres. Les belligérants se sont donc attachés, de chaque côté, ainsi à minimiser leurs pertes et à maximiser celles de l'adversaire. Encore une fois, l'Ukraine nous en montre un triste exemple. Napoléon et l'administration de la guerre, qui gérait les effectifs, s'intéressaient ainsi plus aux entrées dans l'armée qu'aux soldats qui en sortaient par décès ou autrement. Occupés à préparer campagne après campagne, les vivants en état de combattre étaient une priorité pour Napoléon. Les archives conservées aux archives nationales ou au service historique témoignent de cette nécessité de combler les vides plus que de compter les morts. La mort sur le champ de bataille était considérée, bien évidemment, à l'exception notable d'Austerlitz et d'Iéna, comme une fin de carrière, mais également un sacrifice pour l'Empire. L'administration fut ainsi très réactive pour chiffrer les pertes d'Austerlitz et de Iéna, car l'État devait prendre en charge les veuves et les orphelins. Par la suite, cette politique a disparu, et pour donner un sens au sacrifice des soldats, puisqu'il faut quand même le faire, sinon ils ne se battent plus. Pardon, la mort les morts illustres, en fait, sur le champ de bataille ont été théâtralisés. Hein. Il y a eu les monuments à Dessay, les funérailles grandioses de l'âne,
ou même en pleine campagne de Russie, celle du général Gudin, qu'on a retrouvée il y a 2 ans maintenant. La colonne de la Grande Armée, l'Arc de Triomphe et le programme de commémoration de la première campagne de 1806 faisaient office d'hommage, mais il n'y eut aucun monument nominatif, ni même d'idée de monument nominatif, pour l'instant on n'en a pas trouvé, comme il s'en fera un siècle plus tard. Donc pas de monument nominatif, on n'a pas de liste. De fait, aucun décompte fiable n'a été fait pendant l'Empire. D'autant que dans le chaos des dernières années, eh bien, tout simplement, on a perdu beaucoup d'archives. D'ailleurs, il s'est s'agi de récupérer les archives dans les différentes places fortes occupées en Allemagne, on s'est préoccupé d'abord de récupérer toutes les archives comptables et financières. Par contre, les archives d'hôpitaux, ça, elles ont bien disparu. On en compte très très peu, et même au Val-de-Grâce, pour les avoir cherchées, on a très peu d'archives de ces hôpitaux militaires. Donc devant l'absence de ces décomptes faits par l'administration, l'historien se trouve devant une masse de documentation souvent très très parcellaire. Au ministère de la Guerre, il y avait un bureau d'état civil, c'est la série XZ du SHD, il comporte 63 cartons. Pour la période révolutionnaire et impériale, elle se compose massivement de registres d'actes de décès. Il y a aussi des actes de baptême et de mariage. Il est impossible quasiment d'évaluer le nombre de morts par rapport à ces archives, parce qu'en 1813-1814, comme je vous le disais, beaucoup n'ont pas été rapatriés. Et puis aujourd'hui, avec les problèmes de conservation, certains registres ont été amputés de plusieurs pages et on se retrouve avec des registres très parcellaires. En 1817, selon un rapport de la Chambre des Pairs, il y aurait eu à peu près 1 million d'actes de décès aux archives de la guerre pour la période 92-1815. Les documents sont extrêmement hétérogènes, j'ai été voir plusieurs cartons, et il est quasiment impossible pour l'instant d'estimer réellement le nombre de ces actes d'état civil. Il y a bien un décompte sur ces différents documents. Malheureusement, en fait, il compte également les actes de mariage et de baptême, et il y en a eu un certain nombre tout de même. Ensuite, deuxième source, donc première source très parcellaire, deuxième source, les décès militaires étaient signifiés aux préfectures et aux municipalités. De ce fait, certaines archives départementales conservent les actes de décès reçus. Les fonds ont été inégalement conservés également, et ça nécessiterait quand même un sacré tour de France archivistique pour essayer de retrouver toutes ces archives. Rien que pour la Seine-et-Marne, c'est 30 cartons d'actes de décès, mais par exemple pour la Manche, 0. Donc voilà, c'est une conservation extrêmement parcellaire, et par ce biais, encore une fois, difficile d'arriver à un compte qui pourrait être fiable. La source la plus fiable et la plus complète, ce sont les registres matricules. Alors vous en avez une image ici, qui conserve en fait l'enregistrement de chaque soldat à l'arrivée au corps. Il y en a deux collections quasi complètes. Une première, puisqu'il y avait un registre au corps, donc dans l'unité, et un registre au ministère. En 1814, la totalité de ces registres ont été restitués, sont arrivés au ministère, et aujourd'hui, vous en avez toute une partie qui est sur le site Mémoire des Hommes, j'y reviendrai. L'infanterie, pour vous donner une idée, l'infanterie, c'est 900 registres, la garde, 222. Donc c'est vous dire l'ampleur de ces dépouillements. Et ça, ce sont seulement ceux qui sont sur Mémoire des Hommes. En totalité, il y a à peu près 2,2 millions d'hommes qui ont intégré la Grande Armée. Avec les doublons, dans les registres matricules, on monte à 3 millions de matricules. Donc ça commence à faire quand même un certain nombre. Donc, et ils décrivent les hommes entrés dans les régiments par nom, prénom, date, lieu de naissance, nom des parents, signalement et date d'entrée, grade et dessin. Alors bien sûr, ça fait le bonheur de tous les généalogistes, mais ça fait aussi le bonheur des historiens qui ont travaillé comme moi sur ces éléments. Mais l'énormité des dépouillements nécessaires se confronte à une autre difficulté, le problème administratif de la tenue de ces registres. En 1814, dans le chaos de l'Empire, lorsque les registres reviennent au ministère, eh bien, ils n'ont quasiment jamais été mis à jour
une multitude de destins, et on tombe très souvent sur une petite mention trop longue absence. Voilà, simplement, ou toutes ces dérivées. Mais derrière cette petite mention, eh bien, il y a tous les destins incertains dont je vous parlais tout à l'heure. Les désertions, les hommes fixés dans les pays, ceux qui sont revenus sans rien dire à personne, etc. etc. En 1815, on va réouvrir encore des registres, mais une nouvelle fois, eh bien, le chaos la fin de l'Empire ne va pas permettre une véritable mise à jour de ces registres. Alors une petite mention qui m'a été signalée par Stéphane Calvet la dernière fois. Il y a une petite mention parce que dans les années 1840, certains descendants ont demandé à avoir soit un certificat de service ou un certificat de mort, etc. Et donc il y a cette toute petite mention. Mais c'est qu'en 1840, entre 1815 et 1840, évidemment, des gens ne sont plus là et la mention n'a absolument pas été portée sur ces registres. Donc on le voit, on a une masse de sources qui est à la fois pléthorique, 3 millions d'enregistrements sur ces registres notamment, et de cette masse de sources, évidemment, eh bien, vu qu'on ne peut pas compter un à un, eh bien, tout ça va donner des estimations basées souvent sur l'émotion et aussi beaucoup sur la politique. Donc en 1817, un premier rapport va donner, pour préparer en fait justement une loi sur les héritages et l'absence des militaires, donnait pour la période Révolution-Empire le chiffre de 1 million de morts et 1 million de disparus. Par la suite, les évaluations, alors je vous les ai mises, hein, je ne les citerai peut-être pas toutes, mais par la suite, les évaluations les plus fantaisistes ont fleuri tout au long du 19e, variant entre 1,5 million et 1,9 million. Le record d'exagération est détenu par un publiciste de la fin du siècle qui s'appelait Vacher de la Pouge, un théoricien de l'eugénisme, une personne encore très sympathique, qui donna 2,6 millions de Français et 3,5 millions de morts pour le reste de l'Europe, soit un total de 6,1 millions de pertes pour l'Europe causées par Napoléon. Donc là, on est vraiment sur le maximum de ce qui a été atteint dans les années 1880. Le chiffre qui a eu une certaine résonance est celui qui fut établi dans les années 1830 par Argenvilliers. Argenvilliers était le chef de division de la conscription pendant l'Empire. Il n'avait absolument plus de fonction depuis 1815 et il aspirait quand même à redevenir quelque chose. Et récupérer une fonction. Et donc, il a, comme ça, donné une évaluation de 1,7 million de pertes uniquement pour la vieille France, pour la période comprise entre 1804 et 1815. On ne sait absolument pas comment il a établi ça. On sait qu'il était parti avec des archives. Malheureusement, ce rapport est parfaitement introuvable. J'ai encore essayé de le chercher. Plusieurs prédécesseurs avant moi ont essayé de le trouver. Il n'est pas au Sénat, il n'est pas aux Archives nationales, il n'est pas au service historique de la Défense. Personne ne sait comment ce rapport a été, enfin, ne sait où est ce rapport, contrairement au rapport dont je vous parlais tout à l'heure sur la Chambre des Pairs, j'y reviendrai. Mais compte tenu de son rédacteur, eh bien, ce chiffre a fait un petit peu autorité et il a été repris notamment par Hippolyte Taine, qui l'a accru de 2 millions d'hommes nés hors de ses limites et tués pour lui, Napoléon, à titre d'allié ou par lui à titre d'ennemi. Soit on était à 3,7 millions pour l'Europe entière. Pour la seule France, ces chiffres, évidemment, sont largement à remettre en cause, d'autant que le rapport dont il est question, je vous le disais, est introuvable. Le bilan tiendrait à dire que presque la totalité, finalement, des hommes de la période auraient péri, ne laissant que 500 000 survivants. En 1857, il y avait encore 405 000 récipiendaires de la médaille de Sainte-Hélène. Il n'y aurait eu donc que 90 000 morts en 42 ans, ce qui fait très peu quand même, compte tenu qu'il y a beaucoup sont revenus de la guerre, évidemment, dans des conditions de santé extrêmement précaires, et que les amputés et les gueules cassées, ce n'est pas simplement l'apanage de la Première Guerre mondiale.
Devant l'incohérence de ces évaluations, ces chiffres furent discutés et remis en cause, notamment par un Gaston Bodard en 1916, un anti-napoléonien complet, ou Albert Meignet, un napoléonien convaincu, pour lui, et un petit peu plus tard, dans les années 30, ces auteurs tentèrent de fixer des chiffres sans donner toutes leurs sources ou leurs démarches de travail. Malgré ces imperfections, leurs évaluations ont été confirmées par des études plus sérieuses ultérieures. Le bilan des pertes était ramené entre 800 000 et 1 million de morts et disparus pour les 15 années de conflit. Ce bilan fut appuyé par des calculs d'un démographe, notamment Bourgeois-Pichat, qui établit un bilan aux alentours de 860 000 morts, mais il fut très très critiqué parce qu'il n'avait pas pris en compte justement le fameux bilan migratoire dont je vous parlais tout à l'heure. L'étude la plus sérieuse et la plus fondée est celle du démographe Jacques Houdaille. Pour établir il a été le premier en fait à utiliser ces fameux contrôles de troupes qui ont été rendus libres à la communication à partir de 1951. Mais devant l'énormité et le nombre des registres, eh bien, personne ne s'était jamais penché dessus. Lui, avec une méthode assez issue de la démographie, eh bien, il va s'y pencher. Il va travailler au 500e. Il va prendre donc un enregistrement sur 500, ça lui fait dépouiller à peu près 6000 matricules, et par la loi des grands nombres, ça lui donne quelque chose, une approximation qui est à peu près correcte, tout du moins qui fait encore autorité aujourd'hui. Il a ajouté un autre chiffre, celui de l'historien martinien, qui a recensé tous les officiers morts sous l'Empire, et ça au début du siècle. Donc le chiffre qu'il a obtenu fait à peu près consensus aujourd'hui, 439 000 morts sur le champ de bataille. Ça, c'était les chiffres qui avaient été fixés par Bodard et Meignet plusieurs années plus tôt. On retombe sur les mêmes. 751 000, ce sont les pertes incertaines, prisonniers, rayés, déserteurs, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont tous ces non-rentrés à la clôture des registres en 14 et en 15, parmi lesquels figure nombre de déserteurs. Houdaille, et c'est là où on retrouve encore une fois nos estimations et nos inconnus de l'équation, estime qu'environ 320 000, donc à peu près un peu moins de 50%, seraient à soustraire de ces pertes incertaines. Le bilan général, je vous ai fait la petite addition, le bilan général tournerait autour de 870 000 à 900 000 pertes sous l'Empire, soit une perte de 75 000 hommes par an. Une étude similaire pour la Révolution donne 458 000 décès, en 92-99, 550 000 avec la guerre civile, ce qui donnerait pour les 23 années de lutte 1 450 000 morts. Quand on met en courbe cette évolution, on s'aperçoit réellement que en fait, les 3 dernières années de l'Empire sont les plus mortifères, donc 12, 13 et 14 sont évidemment les plus mortifères, j'y reviendrai. Pour les armées étrangères, malheureusement, on n'a absolument rien d'aussi précis et on en est toujours à des évaluations qui vont entre 1 million à 2,5 millions. Mais à savoir que si on regarde réellement les choses, 1813 et 1814, c'est 726 000 militaires européens qui disparaissent en 12 mois de campagne. Pour établir un bilan toujours plus fondé, il y a en fait de vastes études qui sont en cours. Et, évidemment, la mise en ligne des registres sur ce site, Mémoire des hommes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, a permis à certains chercheurs de cumuler des milliers de données individuelles. Le 4 octobre dernier, on a organisé à la Fondation justement une journée sur les pertes humaines des guerres napoléoniennes et on a rencontré à cette occasion 2 chercheurs espagnols qui sont venus nous communiquer leurs recherches et à eux seuls, ils ont cumulé plus de 90 000 fiches de l'armée de Suchet. Des bases similaires ont été composées par certains au niveau départemental, le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, la Charente, ou thématique. Une association s'occupe uniquement des cavaliers et elle a recensé elle a mis en fiche près de 30 000 fiches. Ce sont évidemment des centaines d'heures
pour numériser les choses, puisque tout n'est pas sur mémoire des hommes, et encore plus pour rentrer ces données dans l'outil informatique. Et ces bases de données permettent en fait des analyses multiples et à plusieurs échelles, au-delà du bilan qui nous intéresse aujourd'hui. On a vu par exemple certains générer des cartes pour recréant ainsi la ligne d'évacuation des blessés, où par exemple ces chercheurs espagnols nous ont montré comment est-ce que grâce à cela on peut voir en fait l'impact de la guérilla sur la mortalité des soldats. Donc il y a le bilan général et il y a évidemment tout ce qu'on peut faire avec le reste. Et donc on a vraiment là un tournant dans cette étude du bilan. On a vu que chaque génération s'était penchée sur ce bilan d'un point de vue très scientifique, notamment pendant l'entre-deux-guerres. La fracture en fait se fait avec la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est extrêmement politisé et extrêmement difficile de se pencher sur ce bilan. Et ensuite, les choses vont se scientifiser. À savoir qu'aujourd'hui, on parle de guerre napoléonienne. En fait, cette appellation ne date que du XXe siècle, puisque, par exemple, pour les Britanniques, ils parlaient de la Grande Guerre. Évidemment, une Grande Guerre en a remplacé une autre, il fallait le qualifier, et désormais, on parle de guerre napoléonienne, ce qui a aussi entraîné une personnification de ces guerres, et évidemment, tout ce qu'on connaît de polémique. Et on le voit, en fait, l'analyse des sources permet souvent de baisser les bilans, et c'est notamment ce qu'on peut voir avec l'étude des différentes batailles. Alors avant d'aller plus loin, rappelons que le XVIIe et le XIXe siècle, on recense 1700 batailles sur terre et sur mer qui firent plus de 2000 morts. En dessous, c'est ce qui est considéré comme une affaire ou une escarmouche. La France fut engagée dans 1079 affrontements, ce qui fait de notre pays quand même la puissance européenne la plus belliciste de ces 3 siècles d'histoire. Pour la seule période impériale, c'est 319 batailles, donc 7 navales, qui a été livrée par la France de Napoléon. Pour la seule année 1809, c'est plus de 33 batailles livrées à l'échelle du continent. Pour la période qui nous importe, il y a quelques batailles titanesques, bien sûr, Wagram en 1809, la Moskova en 12, Dresde en 13, et surtout Leipzig avec ses plus de 500 000 combattants des deux côtés. Le gigantisme de ces affrontements ne sera dépassé qu'en 1905, à la bataille de Munchen, opposant Russes et Japonais. Et donc l'analyse des sources permet en fait souvent de baisser le bilan de ces batailles. Austerlitz est la plus célèbre des batailles, bien sûr, et l'exemple le plus souvent repris. Donc 73 000 hommes s'opposèrent à 86 000 Austro-Russes le lendemain de l'affrontement. Le butin de la Grande Armée du 3 décembre minimise les pertes françaises. Je rappelle l'expression, un menteur comme un bulletin. Et établissait un bilan de 800 hommes tués et 1500 à 1600 blessés. Par la suite, le bilan s'établit entre 3 et 5 000 pertes. Un décompte classique, c'est à peu près 1290 pertes le jour de la bataille et plus de 6 900 blessés, 573 prisonniers. À la suite d'Oudaille, 2 chercheurs, Daniel et Bernard Quintin, chercheurs et chercheuses d'ailleurs, ont établi une méthode systématique de dépouillement des contrôles de troupes et ont finalement montré que Austerlitz fit 1538 morts immédiats, sanitaires et disparus, soit uniquement 2% du corps de bataille français. Bilan nettement en dessous des estimations, même les plus favorables à Napoléon. Évidemment, Austerlitz peut être considérée comme une victoire décisive. Elle fut obtenue par la manœuvre et en partie par la dislocation du corps de bataille adverse et donc provoqua moins de pertes que les autres grands affrontements qui suivirent. Côté austro-russe, on n'a rien de précis de toute manière, puisqu'on est aux alentours de 16 000 tués et blessés et plus de 11 000 prisonniers. Ils ont analysé... Donc ils ont analysé une autre bataille, Eylau, qui a largement été également... Ah oui, mince, pardon, excusez-moi, j'ai...
Bon, d'accord, bon, bah, c'est raté. Bon, pardon. Ils ont analysé notre bataille. J'ai complètement raté mon PowerPoint. Je l'ai fini hier soir. Je reviens de Cabrera d'il y a 2 jours et j'ai un petit peu été dans le rush. Je m'en excuse profondément. Donc, quand on analyse Hello, il manque un slide, en fait. On s'aperçoit également que le bilan est nettement rabaissé, puisque au soir de la bataille, on est à près de 40% de pertes côté français, morts, blessés, etc., et que tout ça va être complètement rabaissé par les Quintins, et donc ils vont être plutôt aux alentours de 6-7% du corps de bataille. On comprend pourquoi le soir d'Eylau, Napoléon a arrêté la campagne, et quand on revient sur les choses, eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus nuancées. La bataille de la Moscova, on aimerait avoir ce genre d'analyse. Pour l'instant, elle n'a pas été entreprise. On voit, grâce à ces 3 exemples, vraiment que réanalyser les sources permet de baisser le bilan, ce qui arrivera probablement ce qui arrivera probablement au bilan général. Un des grands enseignements justement du bicentenaire, c'est que la réanalyse des sources nous permet de revoir la totalité de l'histoire, la publication de la correspondance, les rapports du ministre de la Guerre également, qu'on a édité, permettent de se pencher à nouveau sur tout ça. C'est ajouté pendant le bicentenaire une source. Il faut que je... Oui. Bon, c'est ajouté une source, là, c'est l'archéologie, qui s'est énormément développée ces dernières années. Et notamment l'archéologie des conflits récents. Par le biais de la Première Guerre mondiale, eh bien, les archéologues se sont lancés dans des campagnes de fouilles. Il y en a eu à Vilnius, je pense que vous avez tous entendu parler de celle-ci. Actuellement, ils sont en cours il y en a aussi à Wagram, il y en a beaucoup en Espagne également. Il y a ces sources archéologiques également. Alors, des campagnes de fouilles sont en cours à Waterloo, et donc je vous parlais de Cabrera, dont je reviens, qui sont également en cours. C'est vraiment, désormais, grâce à cela, on arrive à avoir une véritable matérialité, en fait, de la vie des soldats, et on découvre des pans d'histoire de ces soldats qu'aucun règlement militaire ne décrit. Malheureusement, il me reste encore un petit peu. Mais peut-être qu'il va falloir le couper, puis oui. Eh bien, on reviendra une autre fois. En fait, alors plusieurs champs d'études. Je vais aller très très vite. Plusieurs champs d'études, plus vite que ça même. Voilà. Plusieurs champs d'études sont en cours, comme on le voit, et notamment l'anthropologie, et surtout le bicentenaire a permis de remettre l'individu au centre du système, on pourrait dire. Puisque désormais, eh bien, on est descendu de l'étage tactique et opérationnel pour étudier réellement la vie de l'individu dans cette grande armée. Ça a été une grande... C'est ce qui... L'autre champ d'étude, c'est de dire tout simplement que l'histoire militaire est une histoire totale, puisqu'elle se base sur la totalité du spectre, aussi bien culturel, individuel, politique, diplomatique, économique. Pierre Branda n'est pas là pour en parler. Mais voilà, ça, ce sont tous les champs d'études qui sont en cours. Également, la justice militaire. Réétudier les campagnes est aussi important pour réétudier les batailles, on les connaît tous, mais les replacer dans la campagne permet de porter un nouveau regard sur ces éléments, et notamment sur un élément qui est la logistique. Attention, je vais avoir le tir d'artillerie. Voilà. Donc, et à savoir qu'aujourd'hui, en histoire militaire, il n'y a jamais eu autant d'étudiants, j'en ai encore discuté avec Hervé Drivillon récemment, en histoire militaire et en histoire de l'Empire. Donc, il y a énormément encore à faire et à étudier à travers les sources. Merci de votre attention.